Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième matinale déjà du grand rendez-vous du logement social en Auvergne-Rhône-Alpes organisé par Laura HLM. Vous le savez, depuis lundi, nous essayons de répondre et de débattre en tout cas des grands défis qui sont ceux que le logement social doit affronter aujourd'hui. Nous avons commencé lundi par le défi économique. Hier, c'était le défi climatique et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le défi sociétal. Comme pour les autres matinales, si vous étiez déjà avec nous, vous le savez aussi, nous avons à chaque fois l'éclairage d'un expert qui nous aide à mieux cerner les enjeux, à faire un état des lieux, à dégager aussi des pistes pour l'avenir. Et puis, nous débattons avec des responsables d'organismes du logement social de notre région et puis avec des élus de diverses collectivités territoriales, avec l'ambition de faire en sorte qu'à l'issue de ces échanges, d'abord on se connaisse mieux et puis que collectivités et bailleurs sociaux puissent travailler encore mieux ensemble sur les territoires divers qui sont ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous pouvez vous aussi intervenir tout au long de nos discussions, de nos débats. Vous avez une petite fenêtre dans votre écran qui vous permet soit de poser une question, soit de faire un bref commentaire. Et puis moi, j'essaye de les relayer dans la mesure du possible et de soumettre en tout cas vos questions à l'ensemble de nos invités. On va donc aborder dans un instant, non, mais ça sera un bel enfant, j'espère, le défi sociétal. Bonjour Marc Gomez, vous êtes le président de Laura HLM. Avant qu'on aille sur le débat d'aujourd'hui, revenons un instant sur ce qui s'est passé hier et notamment sur ce qui s'est dit sur le défi climatique. C'est un enjeu important pour le logement en général, pour le logement social en particulier. Qu'est-ce que vous avez retenu d'essentiel de cette matinée d'hier ? Encore une fois, une belle matinale, un élu et des directeurs généraux qui font consensus, qui expriment une belle dynamique, une envie de faire ensemble, une envie d'aller plus loin. C'était intéressant également de voir combien l'interaction entre le défi économique, climatique et sociétal était présent hier, puisqu'à plusieurs reprises, les différents intervenants ont fait ces liens entre le climatique et ces deux défis que nous avons et que nous allons évoquer encore aujourd'hui sur le sociétal. Notez également que tout le monde est d'accord pour aller plus loin, tout le monde est d'accord pour dépasser le cadre de la cellule logement. C'est pour cela que dans le débat du défi climatique, on ne s'est pas limité à dire ce que nous faisons déjà. Nous sommes déjà des acteurs très performants de la réhabilitation énergétique, du renouvellement urbain. Nous avons plutôt travaillé sur le fait et avoir eu une franchise sur le fait que nous devons ensemble, l'ensemble des acteurs, changer de paradigme, travailler ensemble, travailler sur les filières, travailler sur la formation pour qu'ensemble nous puissions mettre en place des énergies décarbonées avec le biosourcé. Et aujourd'hui, on voit que l'approche elle est plutôt fragmentée, atomisée, et qu'il est important d'avoir cette conscience pour passer à un acte ensemble. Alors vous l'avez dit, effectivement, on sait bien, et on le voit depuis la première de ces matinales, que les trois thèmes que nous abordons sont évidemment étroitement liés, interdépendants. Et notamment hier, pendant la matinale consacrée au défi climatique, on a beaucoup discuté aussi de l'acceptabilité sociale, de la nécessité d'accompagner les gens, qu'il s'agisse de la construction ou évidemment de la réhabilitation et des réhabilitations qui sont en cours. On a vu hier, je crois, le chiffre de mémoire, c'était 11 000 logements sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes chaque année dans le parc social. Donc aujourd'hui, le défi sociétal, c'est aussi ça, c'est-à-dire comment est-ce que les organismes de logement social sont au plus près des habitants des territoires ? On est déjà au plus près, on est des acteurs de la proximité au niveau de l'ensemble de nos territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on peut s'en féliciter. On est déjà acteurs de ces rencontres, de ces fêtes des voisins, de ces réunions en pied d'immeuble, de la concertation, de l'écoute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie information, une vraie connaissance de nos territoires. On peut quelquefois imaginer le logement de demain de façon un peu jacobine. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais néanmoins, on ne peut pas non plus imposer des modèles centralisés à une réalité de diversité, à une réalité d'attente qui est différente. Chaque territoire a une culture, une histoire, des matériaux, des attentes, une topo, un climat qui fait qu'au-delà d'un tronc commun, il faut savoir s'adapter. Nous avons cette capacité à écouter. Les élus également écoutent leurs citoyens.
Ce qu'il faut, c'est que nos écoutes soient communes et que nos décisions soient communes, soient rassemblées. L'enjeu, c'est quelle société on veut pour demain. Et on sait que l'habitat est un élément structurant de la société de demain. Donc il est important d'assumer cela et d'aller au-delà des paradoxes, au-delà des postures d'incohérence. On a parlé hier de comment rendre la densification acceptable. Aujourd'hui, la densification est une conséquence d'un modèle économique de surenchère foncière inapproprié. Donc comment est-ce que demain on travaille pour qu'on puisse ensemble construire la ville, les territoires de demain et répondre à ces enjeux de société, d'habitants, de citoyens. Ça va faire partie des questions effectivement que l'on va soumettre à nos invités dans quelques minutes, mais pour aller dans le sens que vous abordiez, je vous propose qu'on regarde ensemble un film qui va nous donner un bref aperçu justement du rôle social et sociétal des organismes de logements sociaux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On le regarde ensemble. Les bailleurs sociaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes interviennent pour produire du logement abordable et accompagner les ménages. Face à la diversité des attentes et des besoins des habitants, ils agissent en faveur du maintien de la cohésion sociale, du pouvoir d'achat et de la qualité de vie dans les quartiers. Au quotidien, les organismes HLM innovent, expérimentent pour améliorer le cadre de vie et accompagner les habitants. Se loger est un droit fondamental et le logement social un maillon clé pour en garantir l'accès. Les ruptures dans les parcours de vie peuvent fragiliser le maintien dans le logement. Pour remédier à des situations d'urgence, les bailleurs mobilisent de nouveaux types d'habitats, modulaires, écologiques, ouverts sur la ville. Pour répondre aux besoins des territoires et des personnes, le logement social s'adapte. Il n'y a plus un mode d'habiter unique, ni de logement à vie. Des solutions s'inventent à destination des publics spécifiques comme les seniors, les personnes en situation de handicap ou des personnes à très faibles ressources. Résolument ancrés dans leur territoire, les bailleurs sont acteurs de la revitalisation de communes en déprise économique ou en perte d'attractivité résidentielle. Leur expertise de l'habitat leur permet de piloter des opérations complexes et sert le développement des communes. Ils opèrent dans une approche globale de renouvellement urbain qui prend en compte des actions de réhabilitation, mais aussi de réalisation d'équipements publics. Au plus fort de la crise sanitaire, leur présence quotidienne en proximité leur a permis de déployer des initiatives solidaires à destination des locataires sur le terrain. Afin de faire face aux difficultés économiques d'un certain nombre de ménages, les organismes déploient des dispositifs d'écoute et d'accompagnement qui font partie de leur ADN. Ils collaborent avec d'autres acteurs tels que le secteur associatif ou encore le secteur de l'économie sociale et solidaire. Le rôle des bailleurs dans l'absorption des effets de la crise sanitaire s'affirme au travers d'un foisonnement d'initiatives, dans un cadre large de partenariats. Pourtant, au regard de ces impacts positifs, tous sont convaincus qu'il faut faire plus, mieux et dépasser l'expérience pour déployer les bons outils à large échelle. Voilà, pour débattre de ces enjeux, de ce défi sociétal, nous accueillons des invités à la fois responsables d'organismes de logement social et des élus. Je vais vous les présenter. Philippe Bessade, vous êtes directeur général d'Auvergne Habitat. À vos côtés, Céline Reynaud, directrice générale d'Est Métropole Habitat. Gilles Artigue, vous êtes adjoint au maire de Saint-Étienne, vice-président de la métropole de Saint-Étienne, chargé du logement et de l'habitat. Jean-Claude Drian, vous êtes urbaniste, professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Vous allez nous aider à cerner ces enjeux sociétaux dont on va débattre. Et puis Renaud Père, qui est vice-président de la métropole de Lyon, chargé de l'habitat, du logement social et de la politique de la ville, va nous rejoindre dans quelques secondes. Il vient d'arriver, donc vous saurez tout. Le temps de l'équiper de son micro et il va nous rejoindre et participer à ce débat. Vous pouvez, vous aussi, bien sûr, intervenir, je vous le disais, à tout moment. Vous nous envoyez des commentaires, des questions, vous réagissez et j'essaierai systématiquement de m'en faire l'écho et de soumettre vos questions à nos invités. Jean-Claude Drian, on le voyait dans le film, énormément de paramètres que les organismes de logement social doivent prendre en compte avec des attentes du public qui sont en évolution permanente, en particulier dans les moments de crise qu'on a connus récemment.
Oui, bonjour. Oui, moi je retiendrai dans le film de ce qui est dit au début pour simplifier les choses, c'est à la fois des enjeux en termes de cadre de vie, et des enjeux en termes de droit au logement. Et le monde du logement social est évidemment très clairement affronté à ces enjeux-là, à la fois sociaux et sociétaux. Alors, les enjeux en termes de droit au logement, c'est ce qui justifie que dans ce pays, étrangement, quand même, on parle encore de crise du logement, c'est-à-dire que ce terme soit encore présent dans notre vocabulaire est quand même un problème. Et pour ma part, l'analyse que je fais de cette notion de crise du logement, c'est principalement une crise du logement cher ou une crise du logement trop cher, et qui génère un certain nombre d'enjeux là où les logements sont effectivement trop chers, là où les parcours résidentiels des ménages sont difficiles à accomplir. Mais les logements ne sont pas forcément trop chers partout sur le territoire. Et ça, c'est une autre question, me semble-t-il, fondamentale, c'est que l'évolution majeure sur la question de l'habitat de ces 20-25 dernières années, c'est la diversification des situations territoriales et des contextes territoriaux. Et va avec ça une diversification des aspirations des ménages. On voit bien à la fois des appétences pour les centres-villes, mais des centres-villes qui sont dotés de vraies aménités de centralité, d'autres où au contraire on a une fuite de ces centres parce qu'il y manque des aménités, parce que le parc de logement est dans un état mauvais. D'autres, et on voit bien le débat qu'il y a ces jours-ci sur la question de la maison individuelle, une appétence pour la maison individuelle et pour des formes d'habitat qui vont aussi souvent avec la propriété. On parle aussi de baisse de l'appétence chez les jeunes générations pour la propriété dans son sens traditionnel. Enfin, on voit qu'on a là une diversité de choses en termes d'aspiration résidentielle et de cadre de vie qui s'inscrivent eux-mêmes de façon différente dans le territoire. Et puis on a aussi, alors particulièrement dans la région Rhône-Alpes, parce que c'est la deuxième région de France, hein, on a aussi, vous le mentionniez rapidement, une grande diversité de territoires, et qu'on a tendance à résumer peut-être un petit peu facilement en territoire tendu et territoire détendu, alors que c'est une mosaïque peut-être un peu plus complexe que ça. Oui, bien sûr. On voit bien, et on voit bien à quoi ça peut être utile au niveau national dans des logiques de territorialisation des politiques du logement, qu'on a cette vision un peu binaire, voire plus qu'un peu binaire, hein, entre tendu, détendu, alors que, et c'est vrai que la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce sujet-là est une belle illustration de cette extraordinaire diversité de territoire. Cette vision binaire, elle est très très insuffisante, hein, pour en rendre compte. Mais ça génère, cette diversité de situations, génère pour le monde du logement social des missions, des enjeux, des positionnements dans les territoires eux-mêmes très divers. Alors, on aura l'occasion de le voir dans la discussion, mais est-ce que justement, compte tenu de ce que vous disiez au début, c'est-à-dire cette difficulté des fois, cette crise du logement, est-ce qu'on n'a pas tendance, dans toutes les régions, en particulier dans celle-là, à laisser un peu de côté les territoires les moins tendus, on va dire ça comme ça, qui ont eux aussi besoin d'un accompagnement, qui ont aussi besoin d'une intervention autre que simplement sur le logement? Oui, absolument. Ces territoires qu'on appelle moins tendus, que je qualifierais sur la question de l'habitat, notamment par le fait que ce sont des territoires dans lesquels il est moins difficile de se loger, où il est moins difficile d'accéder à la propriété, hein, qui est quand même une aspiration qui reste importante chez les ménages, peut se poser la question de finalement à quoi servent les bailleurs sociaux. Si leur mission se résumait à cette acception générale, globale, nationale, de fournir du logement moins cher qu'ailleurs, locatif moins cher que dans le marché, dans un certain nombre de territoires, la question ne se pose pas exactement dans ces termes. Cela étant, dans ces territoires-là, il y a aussi des ménages pauvres, et il y a aussi des ménages qui sont en grande difficulté, qui ne sont pas en mesure d'accéder à la propriété, même si on est à moins de 1 000 € du mètre carré. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que dans ces territoires dits détendus, il y a deux caractéristiques importantes qui doivent rejaillir pour le monde du logement social, me semble-t-il. La première, c'est que on a peu d'opérateurs et d'investisseurs privés, et que donc, si on veut mener des politiques urbaines
Et là, je dis volontairement un terme beaucoup plus large que le terme de politique du logement. Si on veut mener des politiques urbaines, reconquérir des centres-villes, faire de l'acquisition, amélioration, etc., on a besoin d'opérateurs. Or, les opérateurs traditionnels ne sont pas là. Donc, il me semble que là, il y a un rôle que d'ailleurs beaucoup de bailleurs sociaux jouent aujourd'hui. Mais ça veut dire faire évoluer les métiers, ça veut dire faire évoluer les cultures professionnelles, faire évoluer les compétences. Et l'autre caractéristique qui va avec d'ailleurs, c'est que souvent, dans ces collectivités de marché détendu, plutôt les petites collectivités, on a des ingénieries qui sont un peu faibles, logiquement, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de se doter sur ces sujets-là d'ingénierie très solides, et dans lesquelles, là encore, les compétences, les savoir-faire du monde du logement social me semblent être potentiellement au premier rang. Mais ça suppose vraiment une diversification de l'activité. Ça suppose de devenir, ce que beaucoup sont en train de devenir d'ailleurs, des formes de généralistes de l'habitat. Ce qui n'est pas la même chose que la mission loyer modéré de HLM. Et à l'inverse, alors, dans les territoires les plus denses, dans les territoires métropolitains? Dans les territoires métropolitains, là, on est bien principalement quand même sur la mission traditionnelle de fournir un logement de qualité et économiquement accessible pour les ménages. Donc ça, c'est d'une grande banalité de le dire, mais je pense qu'il faut quand même toujours le réaffirmer parce que c'est pas toujours parfaitement compris dans les discours politiques ou dans les intentions politiques, mais simplement on peut tirer le fil un petit peu plus loin. Si l'enjeu c'est d'offrir, de rendre disponible une offre de logement abondante et accessible, ça veut dire que non seulement il faut construire, mais il faut aussi favoriser la mobilité de celles et ceux qui sont dans ces logements locatifs sociaux, parce que, c'est un chiffre tout assez banal, mais 85% de l'offre attribuée chaque année, c'est le fruit de la mobilité du locataire précédent. Et puis après, il y a 15%, c'est le neuf. Donc si les locataires n'ont pas de perspective résidentielle pour sortir du logement social, pour aller vers d'autres formes de logement, il n'y a pas d'offre. Et le mal logement, au bout de la chaîne, le mal logement s'aggrave. Donc rendre de l'offre disponible, ce n'est pas seulement apporter de nouveaux logements sociaux, il faut le faire, bien entendu, me semble-t-il, mais c'est aussi, et peut-être presque surtout, favoriser, mettre de la fluidité dans le système, c'est-à-dire diversifier l'offre de logement, inventer de nouveaux produits qui vont être également économiquement accessibles, mais qui seront autre chose que le logement social prioritaire, quoi. On aura l'occasion de revenir sur cette question de mobilité résidentielle, de parcours au sein du logement et sur les nouveaux produits. Juste une première réaction, je vous la livre. Les logements sont moins chers dans certaines parties de la région, mais si on prend en compte la qualité du logement et les enjeux de rénovation, ces logements peuvent devenir inabordables pour les populations qui doivent s'y loger. Oui, absolument. Le logement pas cher ne veut pas dire logement de qualité. Et donc, l'enjeu qualitatif de la production du parc social est fondamental. Et dans beaucoup de cas de figure, ça peut justifier que, y compris dans des marchés dits détendus, on construise des logements neufs de belle qualité, quitte à en démolir deux quand on en construit un. Mais en tout cas, générer un renouvellement de la ville par la qualité, pour générer aussi l'attractivité résidentielle qui va faire en sorte que les ménages à revenus modestes ne vont pas partir habiter à 20 km avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Merci. On va soumettre déjà ces premières séries d'observations à nos invités en se disant qu'on reviendra dans un deuxième temps sur la mobilité, sur les nouveaux produits, mais d'abord sur ce que disait Jean-Claude Drian sur les attentes du public, sur la diversité des territoires. Céline Reynaud, donc je rappelle, vous êtes directrice générale d'Est Métropole Habitat. Vous avez, vous, le sentiment d'être des généralistes de l'habitat et de la ville, comme le disait Jean-Claude Drian. On est généraliste parce que notre mission fondamentale, c'est de loger des ménages à revenus modestes sur les collectivités sur lesquelles on intervient. Et aujourd'hui, on est généraliste parce que 60%, 65% de la population est potentiellement éligible au logement social. Donc ça, c'est un point important.
On loge des ménages qui sont aujourd'hui à revenus modestes et une étude récente de l'USH l'a redit, s'il était nécessaire de le faire. 75% des nouveaux attributaires de logements sociaux sont sous le seuil des plafonds PLAI et 50% des ménages sont sous le seuil de pauvreté. Donc aujourd'hui, on remplit cette mission fondamentale qui est la nôtre, contrairement parfois d'ailleurs à une petite musique qu'on peut entendre. Au-delà de loger ces ménages à revenus modestes, on accueille aussi des ménages qui sont aujourd'hui éloignés, voire très éloignés du logement. Et je pense notamment au programme du logement d'abord, ou ce qui a été conduit sur la métropole de Lyon du post-crise sanitaire du zéro retour à la rue, avec un engagement fort des bailleurs pour accueillir ces ménages, y compris en réfléchissant, en innovant sur les modes d'habitat. Et on a vu tout à l'heure dans la vidéo la question de l'habitat modulaire et mobile qui peut répondre à une partie de la problématique. Mais notre mission, on doit aussi le faire avec ce caractère universaliste, c'est-à-dire de loger 65% potentiellement de la population française. Et là, on parle de jeunes actifs, de ménages modestes, des fameux travailleurs clés dont on a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. Donc ça, c'est un élément particulièrement important et qui nous fait aller, nous, organismes de logements sociaux, sur, alors je vais reprendre le terme de généraliste de l'habitat, c'est plus forcément uniquement du logement social, c'est du logement abordable. Alors effectivement, le logement abordable, c'est un terme anglo-saxon qui est, grosso modo, c'est finalement que ce soit un logement à l'acquisition ou à la location, c'est proposer des logements à prix accessible. Donc là, on élargit la palette du logement social en proposant des logements très 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 accessibles, hein, donc à très faible loyer, mais on intègre aussi dans notre palette bien sûr l'accession sociale, les logements en BRS, le logement intermédiaire. Donc là, on est vraiment sur une volonté d'élargir notre palette de compétences pour répondre finalement à notre mission fondamentale d'utilité sociale, hein, c'est de proposer du logement social et abordable en mobilisant des principes autour de la cohésion sociale, de la mixité et donc de l'utilité sociale. Philippe Bessade, vous partagez, j'imagine, aussi ce que vient de dire Céline Reynaud. Comment est-ce que ça se passe, y compris sur les territoires dont parlait Jean-Claude Drian en introduction, les territoires les moins tendus sur le plan du logement, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont les moins tendus sur le plan social? Oui, tout à fait. Sur ces territoires-là, des besoins sont importants également et une bonne partie de la population a besoin de logements de qualité. Vous avez précisé qu'il était peut-être plus facile de se loger sur ces territoires-là, mais la qualité des logements disponibles sur ces territoires peut nécessiter beaucoup d'interventions, d'où le besoin d'opérateurs de logements sociaux sur ce territoire pour de façon assez généraliste, pouvoir intervenir et accompagner les collectivités sur des projets souvent plus modestes que sur des territoires extrêmement tendus, mais extrêmement importants au sens de l'utilité sociale, puisqu'on apparaît souvent comme les seuls opérateurs en capacité de porter, en capacité d'accompagner, d'avoir l'ingénierie, en capacité de financer pour répondre à une restructuration de centre-bourg, amener en même temps dans ce projet porté par la collectivité un commerce en pied d'immeuble qui va redynamiser aussi ce centre-bourg. C'est l'objet de travaux au quotidien, de partenariats avec les collectivités et le plus souvent un partage du risque, notamment quand on parle de commerce en pied d'immeuble. Eh bien, l'opérateur que l'on est, nous sommes prêts à travailler sur cette offre qui est importante dans ces territoires pour redynamiser ces centres-bourgs. Eh bien, le partenariat avec la collectivité permet aussi d'avoir un équilibre de risque sur ces sujets-là. Donc, un besoin, nous sommes ici dans l'aménagement du territoire, sur ces territoires dits détendus ou dans cette diversité de territoires, un rôle d'aménageur et qui met en avant une utilité sociale importante des bailleurs sociaux sur ces territoires. Alors je vais me tourner vers les deux élus qui sont présents sur le plateau, puisque Philippe Bessade, là, vous a tendu la perche, hein, on a besoin des collectivités. Il y a dans les réactions plusieurs qui soulignent que
ce point aussi, les organismes ont besoin d'être soutenus par les élus, aussi pour la mobilisation du parc en stock, la question des centres anciens détendus qui sont souvent très spécialisés. Donc voilà, comment est-ce que vous, Gilles Artic, sur la métropole de Saint-Étienne, comment est-ce que vous abordez cette question avec les organismes de logement social qui travaillent avec vous ? Alors, j'ai écouté très attentivement l'introduction à notre débat par Jean-Claude Drian et je dois dire qu'elle fait vraiment écho à ce que nous vivons à Saint-Étienne, dans la métropole de manière plus générale, et j'ai apprécié que vous soyez mesuré et nuancé, c'est-à-dire que vous disiez clairement que quand on parle de territoire tendu ou détendu, il faut faire attention de ne pas généraliser, et tout à l'heure vous avez parlé de métropole tendue, nous sommes une métropole plutôt détendue, donc on ne peut pas mettre les métropoles forcément dans cette catégorie des territoires tendu. Et à l'intérieur donc, de notre territoire détendu, il y a encore beaucoup de disparités, puisque nous avons des communes rurales, nous avons des communes de couronne, nous avons des communes périurbaines. Donc les collectivités, la métropole en particulier, de par sa compétence de répartition de l'offre de logement, a aussi à travailler fortement à cet équilibre, puisque les choses ne sont pas peut-être aussi simples que cela. De même, parfois, on dit que dans les territoires détendus, le prix du foncier est beaucoup plus abordable. Ce n'est pas toujours vrai, et les bailleurs peuvent aussi le ressentir lorsqu'ils ont des projets de construction ici ou là dans notre métropole. Nous avons aussi à faire face à une concurrence du parc ancien qui est quand même très, très forte, puisqu'on a un parc ancien dont les loyers sont quand même très abordables. Donc pour les bailleurs, c'est aussi une difficulté. Et puis, tout à l'heure, vous avez parlé du manque d'investisseurs. C'est quelque chose qu'on ressent. Parce que là, on est peut-être un peu technique, mais les questions de zonage en particulier pour obtenir la défiscalisation Pinel s'appliquent essentiellement aux territoires tendus. Et nous n'en bénéficions pas. Donc, il y a beaucoup de projets immobiliers qui ont pu démarrer sur notre ville à une époque parce qu'on bénéficiait d'une dérogation avec cette défiscalisation que nous n'avons plus aujourd'hui. Et ça a des conséquences aussi sur le logement social parce que très souvent, pour faire démarrer une opération, on avait une intervention mixte entre logement social et logement privé. Et puis, vous avez aussi évoqué les nouvelles aspirations de nos concitoyens. La crise sanitaire a fait effectivement émerger d'autres besoins. Donc peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, ou que vous en avez parlé hier, sur la qualité du logement, sur la recherche de la performance énergétique. Donc ça, c'est bien sûr une de nos préoccupations. Et quand on accompagne des bailleurs sur des projets, quand on leur apporte des subventions, des aides, on regarde ça vraiment de très près. Par contre, ce qui me semble important aussi dans les aspirations, en tout cas ce qu'on a ressenti sur notre territoire, c'est, alors vous avez dit que c'était peut-être plus trop la volonté actuelle, mais nous avons senti quand même un besoin d'accession à la propriété quand même assez fort. Alors on encourage pour cela tous les programmes en PSLA en particulier, et ça il me semble que pour des ménages, ça contribue bien à cette volonté d'un parcours résidentiel qui progresse. C'est le fameux ascenseur social. Merci. Renaud Père, je voulais avoir aussi votre réaction sur ces premiers échanges, sur la façon dont, si on reste déjà sur l'état des lieux, sur la façon dont vous abordez à la métropole de Lyon ces questions avec, bien sûr, les organismes de logement social. Alors d'abord, permettez-moi un peu de réagir de manière globale, avant de parler de la métropole de Lyon. De fait, on est en 2021 et on peut encore parler de crise du logement ou ne pas assez en parler d'une certaine manière. C'est-à-dire que précisément, on confond bien souvent, et pourtant on peut dire qu'il y a eu des efforts depuis les années 80, logement et habitat. Il y a une vraie question dans notre pays. Il y a celles et ceux qui ont le pouvoir d'habiter, qu'ils habitent d'ailleurs en territoire détendu ou en territoire tendu, et celles et ceux qui n'ont pas le pouvoir d'habiter. Et on pourra très clairement montrer qu'il y a des vraies différences. Les uns parce qu'ils ont acquis du patrimoine au bon moment, ou ils en ont hérité, d'autres parce qu'ils ont les revenus liés à leur travail. Et on a une diversité de situations. Puis si on parle d'habitat, précisément, c'est qu'on va replacer le logement dans son environnement. Est-ce qu'on peut accepter qu'un homme ou une femme travaille à plus de 50 km et finalement
utilise son logement d'une certaine manière dont il ne profite pas que quelques heures dans la journée, si on essaye de résumer. Et donc c'est bien ça quand même la question. Or, et je rejoins tout à fait Jean-Claude Drian, finalement, on ne la pose pas cette question. Et on voit bien que, allez, on peut le dire, on est au mois d'octobre, dans quelques mois on a quand même une élection majeure pour notre pays, et pour le moment les signaux ne sont pas bons. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des candidats ou des candidats potentiels s'emparer de la question. Et pourtant c'est bien celle-ci. Alors bien sûr, on va nous parler de territoire tendu, je vais y venir, parce qu'il y a quand même des problématiques propres au territoire tendu. Territoire détendu, vous avez vu que le Premier ministre a réuni une commission, la commission Rebsamen, sur la relance de la construction durable, mais en territoire tendu. Et puis on va opposer les maires bâtisseurs aux maires finalement qui feront de la densité une problématique. Moi, il me semble qu'il y a une question, avant de parler de densité ou de non-densité, quand on regarde de près, c'est la question de l'équipement. C'est que ça fait des décennies que les bureaux de poste ont quitté un certain nombre de villages, que l'emploi a quitté un certain nombre de bourgs, et que par ailleurs, le train n'est plus présent dans une grande partie de notre territoire. Et donc, c'est bien ça la question en fait. Ce n'est pas la question du simple logement, c'est bien la question de l'habitat qu'il faut poser. Et finalement, en sortir de cette malédiction qui fait que ces thèmes ne sont jamais présents dans les débats nationaux. Certes, ils sont présents au moment de nos élections municipales ou métropolitaines, je fais une exception sur Lyon où il y a des élections métropolitaines, là on en parle, mais au niveau national, et c'est quand même là le levier essentiel, on n'en parle pas. Alors allez-y, vous êtes beaucoup, à chaque fois qu'on a des débats comme ça, les élus font le même constat, donc rassemblez-vous, faites, je ne sais pas, un texte avec 1000, 1500, 2000 élus locaux et dites on veut qu'on parle du logement. Mais bien sûr. Ça nous changera des prénoms et des débats. Allons-y camarades, unissons-nous et allons-y. Non mais très honnêtement, mais bien sûr que c'est vous avez la possibilité de poser cette question nationalement. Nous le faisons peut-être pas de manière assez groupée, mais je crois quand même, parce qu'on nous entraîne aussi, voyez bien, à opposer territoire tendu et détendu, à opposer certaines catégories de la population. Ça, c'est la pratique française qui s'est d'ailleurs accrue au cours des dernières années. Mais de fait, effectivement, nous partageons un certain nombre de problématiques communes avec la métropole de Saint-Étienne, et sans aucun doute. Et d'ailleurs, on a même des espaces où on peut en discuter. Ce soir, nous sommes réunis en pôle métropolitain et donc nous allons pouvoir aborder, puisque nous avons la volonté, le président de la métropole de Saint-Étienne comme le président de la métropole de Lyon, de réactiver ce pôle métropolitain. Donc nous allons le faire, mais néanmoins, il y a quand même cette problématique et on a eu quand même un certain nombre de mouvements sociaux au cours des dernières années qui nous montrent que c'est une problématique majeure et que c'est probablement là que devrait se porter un vrai plan national de relance et en tout cas d'équipement de notre pays. Mais pour vous répondre quand même, il y a néanmoins, pour répondre à la question de la métropole de Lyon, puisque c'est quand même majeur. Oui, nous sommes face à une situation, Céline Reynaud l'a très bien dit, une situation qui est devenue terriblement dramatique. 10 demandes pour une seule satisfaite dans le parc social. Et encore, là, on est sur une partie de la population qui se trouve dans une situation véritablement problématique. Mais je n'oublie pas que nous avons 3000 personnes, et encore l'estimation est complexe, mais 3000 personnes qui sont sans abri dans notre métropole. Et puis 20 000 qui n'ont pas véritablement leur propre toit. C'est ça, un territoire tendu néanmoins. Alors depuis que nous sommes arrivés, nous, aux affaires, aux responsabilités, depuis le mois de juillet 2020, nous avons dit nous ne pouvons pas en rester là et il faut absolument produire plus de logements sociaux. On s'est mis un objectif très important, 5000 logements locatifs sociaux par an, là où on était les bonnes années à 4000, 4002. Donc il y a un saut quantitatif. Ça veut dire que c'est véritablement un combat qui en plus prend place ou naît dans une conjoncture qui est quand même assez défavorable, mais le volontarisme est là et avec les bailleurs sociaux, nous avançons dans ce sens. Alors, réaction, et continuez à nous les envoyer sur effectivement les missions des organismes HLM dans les métropoles et les grandes villes. La mission va au-delà de proposer un logement de qualité accessible, on l'a dit, mais la liste est longue. Rénovation urbaine, inclusion sociale, accès à la citoyenneté, lutte contre les discriminations, tranquillité publique, autant d'enjeux sociétaux, offre de services. Donc voilà, vous pointez tout ça. Jean-Claude Drian, quand on voit cette liste-là et quand on entend en même temps ce que vient de nous dire Renaud Père, est-ce que ce n'est pas mission impossible pour les organismes de logements sociaux aujourd'hui par rapport à ce défi sociétal ?
Alors, mission impossible, certainement pas, mais mission évidemment difficile. À partir du moment où les bailleurs sociaux logent effectivement une part significative de la population la plus en difficulté, qui a le plus besoin d'accompagnement, etc., ils sont en première ligne. Mais ils ne peuvent pas faire ça seuls. C'est-à-dire que je crois que c'est un vieux débat dans le monde du logement social. Hein. Jusqu'où va-t-on dans des responsabilités, des tâches qui dépassent la stricte gestion immobilière. Évidemment, quand on est un bailleur social, on ne peut pas s'arrêter à la stricte gestion immobilière. C'est pas possible. Mais par exemple, la question de la sécurité, certes, il y a une implication dans une certaine mesure du monde du logement social dans les questions de la sécurité dans les quartiers, mais seul, ça n'est ni possible ni légitime. La question de la sécurité, ce sont d'autres acteurs qui doivent être en première ligne pour le faire. Donc ça pose vraiment d'abord une question de coopération entre les acteurs du social, les acteurs de la police et de la justice, les acteurs de l'immobilier et les acteurs de la gestion urbaine. Là aussi, on a une vieille histoire, hein, la vieille histoire des grands ensembles dans lesquels les bailleurs sociaux avaient la responsabilité de la voirie, de l'ensemble d'un quartier. Je dirais qu'aujourd'hui, heureusement, notamment à l'occasion des opérations de rénovation urbaine, on a redéfini les responsabilités des uns et des autres. Mais c'est vrai que ça peut s'avérer plus compliqué parce que ça oblige à des partenariats, des coopérations qui ne sont pas toujours naturelles. Céline Reynaud, sur ces partenariats, ces coopérations et sur en fait toute cette responsabilité sociétale des bailleurs sociaux. Dans bailleur social, il y a bailleur, mais il y a aussi social. Je pense qu'effectivement, ce à quoi vous faites référence et ce que vient de ressouligner Jean-Claude Drian, c'est qu'on a fondamentalement une mission d'acteur social sur les territoires. Et aujourd'hui, c'est un élément sur lequel on est aussi amené de plus en plus parce que nous logeons une population qui est quand même de plus en plus précarisée, parce que parfois dans les territoires, on a des services publics qui se retirent et qui est l'interlocuteur principal des habitants. C'est le bailleur social. Et on l'a vu de manière très éclatante, j'allais dire, lors de la crise sanitaire, où seul quasiment, si vous me permettez, le bailleur social était présent sur les territoires avec nos gardiens, avec nos personnels de proximité. Notamment lors du premier confinement. Hein, notamment, oui, je parle du premier confinement. Ah, oui. Effectivement, où là, c'était finalement la présence de proximité du bailleur social qui, en fait, assurait la mission de service public, qui assurait la présence de la puissance publique de manière générale. Donc effectivement, notre rôle d'acteur social, il est particulièrement important et aujourd'hui, je crois, mais on y reviendra probablement un peu tout à l'heure, aujourd'hui, tous les bailleurs sociaux investissent avec leurs aspirations, leurs sensibilités, les enjeux territoriaux qui sont différents, mais investissent cette question du social très fortement. Même constat, Philippe Bessat, sur la partie Auvergne de la région. Oui, tout à fait. La crise sanitaire a mis en avant, quels que soient les territoires, hein, qu'on soit en secteur quartier politique de la ville ou autre territoire, cet accompagnement et cette présence de proximité qui a permis d'être à l'écoute des plus isolés pendant cette crise sanitaire. Donc un vrai sujet qui nous touche et que relève l'ensemble des bailleurs. Le sujet de la sécurité, qui est plutôt un sujet de la tranquillité pour les bailleurs, eh bien, nécessite en effet, je rejoins complètement l'analyse, des partenariats très, très larges pour pouvoir les mettre en œuvre. On est présent, on a une action à faire sur les quartiers, sur ces sujets de tranquillité, via de la médiation, etc. Et on participe, quels que soient les territoires, à répondre à ces enjeux qui, pour les locataires et les habitants, sont extrêmement importants. Gilles Artigue, vous vouliez réagir aussi à cette question ? Ce qu'a dit Renaud Père sur la volonté de nos deux métropoles de travailler ensemble, bien sûr sur les sujets liés à l'habitat, mais de manière plus générale sur d'autres thématiques, les thématiques économiques, les thématiques de mobilité, qui sont évidemment liées, puisqu'on sait qu'a priori, on habite près de son activité et de son emploi, surtout avec la prise en compte des considérations environnementales. Donc ce travail des deux métropoles va, je pense, se concrétiser dans les mois
mois qui viennent. Et puis je pense que votre organisme, cette fédération au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes peut aussi nous aider à avoir cette vision globale, sachant que bien sûr, en tant que collectivité, on considère que les bailleurs sociaux sont vraiment des partenaires privilégiés. On les a associés d'ailleurs à l'élaboration de tous nos documents importants, nos PLH, nos PLUI aussi, puisque les deux sont quand même liés. Dans notre métropole, nous n'avons pas voulu avoir un document unique, mais la question de la planification, elle est importante aussi pour la production de logements. Et puis, on travaille beaucoup avec les organismes lorsqu'ils viennent nous présenter leur convention d'utilité sociale. Et là, c'est un moment où, effectivement, on évoque les projets de construction future à travers les projets stratégiques de patrimoine, mais il y a également tous les aspects sociaux et sociétaux dont on parlait tout à l'heure. Et puis, dans un territoire comme le nôtre, qu'on peut dire détendu, et la possibilité pour une personne d'avoir un logement est peut-être plus facile que dans d'autres territoires, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne devons pas travailler à une attribution de logements qui soit aussi harmonieuse et qui soit équilibrée. Et là, c'est vrai que la métropole a mis en place, à travers une convention intercommunale d'attribution, un certain nombre de règles pour les attributions de logements en quartier politique de la ville et hors quartier politique de la ville, et qu'on a vraiment besoin que les bailleurs sociaux jouent le jeu pour qu'au-delà des attributions par elles-mêmes de logements, il puisse y avoir une répartition des ménages qui soit harmonieuse dans toute la métropole. Alors, vous abordiez un moment, et ça va nous conduire à la question des mobilités aussi, la question de la proximité finalement, domicile-travail. Est-ce que ça aussi, aujourd'hui, compte tenu de ce que vous nous disiez, en tout cas là où c'est plus difficile de répondre à la demande, est-ce que là aussi c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre et en quoi ça nous renvoie à la question que vous évoquiez, peut-être vous voulez détailler un peu, Jean-Claude Drian, sur la mobilité aujourd'hui et les parcours résidentiels qui sont aussi une des clés sur ce défi sociétal qui est posé. Oui, c'est la question de la conjonction de la mobilité au sens de la mobilité résidentielle et de la mobilité au sens de la mobilité quotidienne, c'est-à-dire celle de nos déplacements vers le travail, mais vers tout un tas d'autres choses, la consommation, l'école, etc. Ce que l'on constate quand même, c'est que les temporalités des parcours résidentiels ne sont pas les mêmes que les temporalités de la vie professionnelle. En gros, pour le dire vite, on change dans sa vie plus souvent de travail que de logement. Donc cette question de la proximité entre le domicile et le travail, elle est un peu déformée par ces temporalités différentes. Et il me semble que l'enjeu majeur, plus que la proximité au sens du nombre de kilomètres entre le lieu où on habite et le lieu où on travaille, est plutôt la question des moyens de mobilité qui permettent de faire ces déplacements à moindre coût, au pluriel du mot coût, en parlant du coût environnemental, en parlant aussi du coût évidemment quotidien pour le budget des ménages. Donc, c'est beaucoup plus dans ces termes-là que se joue cette question de l'articulation entre le domicile et le travail. Je ne crois pas trop à la ville du quart d'heure dont on parle beaucoup à Paris depuis quelque temps. Donc il y a les deux mobilités, si je comprends bien. Il y a cette mobilité effectivement entre le domicile et le travail, et puis il y a ce que vous évoquiez tout à l'heure, mobilité au sein du parc. Comment faire en sorte, puisque c'est aussi une des clés pour pouvoir permettre, vous le disiez, potentiellement 65% de la population, pour pouvoir permettre d'ouvrir à ce moment-là un plus grand nombre de logements à de nouveaux résidents. C'est ça, Céline Reynaud, l'enjeu ? Oui, tout à fait. L'enjeu de mobilité, c'est à la fois un enjeu pour le ménage de façon individuelle, c'est répondre à un moment donné à un besoin individuel, et finalement c'est aussi répondre à un enjeu collectif, c'est mettre de la fluidité dans le parc social pour permettre à ceux qui ont l'aspiration de rentrer dedans de pouvoir le faire, de pouvoir permettre aussi à ceux qui veulent en sortir de pouvoir le faire dans de bonnes conditions et de trouver des solutions dans leur parcours résidentiel. Et c'est aussi, peut-être parfois, mais c'est un sujet un petit peu sensible, inciter, voire contraindre ceux qui ont
n'ont pas ou n'ont plus exactement leur place dans le logement social, à aussi rentrer dans un parcours résidentiel. Ça, c'est une question plus sensible, mais on pourra peut-être y revenir. Donc la réponse à un besoin individuel, on le conçoit tous assez facilement. C'est qu'effectivement, les ménages, ils évoluent dans leur configuration familiale, on a des ressources qui augmentent, qui diminuent, on a besoin de muter parce qu'effectivement, on a changé de travail, ou simplement parce qu'on a d'autres aspirations. Monsieur le vice-président citait l'accession sociale ou l'accession à la propriété, ou simplement le ménage, il a envie de changer de logement et on doit pouvoir lui faire cette proposition sans lui demander de justifier finalement que ses ressources ils ont évolué, sa situation familiale a évolué, voilà, une volonté simplement de changement. Donc ce besoin individuel, finalement, si on avait une baguette magique, nous les bailleurs sociaux, pour y répondre, je pense qu'on le ferait tous. Malheureusement, en fait, ce besoin individuel, il se heurte à un certain nombre de problématiques qui sont là d'ordre collectif. C'est la question de l'offre, bien évidemment, en quantité et en qualité. Aujourd'hui, on a un parc où on a des situations de suroccupation dans les logements, où on a un fort besoin de grands logements, T5 voire plus, et malheureusement, on n'en produit pas assez. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de ménages qui sont bloqués dans les logements en situation de suroccupation parce qu'on n'a pas d'offre à leur proposer. De la même manière, en qualité, c'est-à-dire des situations cette fois-ci de sous-occupation. On pense notamment à des personnes seules dans des grands logements qui ont fait toute leur vie dans le logement HLM et qui, à un moment donné, sont dans un T5 par exemple. Et là, on se dit il faudrait leur proposer un logement. Mais ça veut dire proposer un logement à une personne âgée, adapté, en centre-ville, à proximité des commerces. Et là aussi, se pose la question de ce qu'on a à disposition pour leur proposer. Donc ça, c'est une partie de la difficulté. Une autre partie, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, nous avons dans notre patrimoine des ménages qui sont captifs. Ces ménages, ils ne peuvent pas sortir du parc social parce qu'on a une décorrélation de plus en plus forte entre les prix pratiqués dans le logement social et les prix du marché privé au sens large. Donc les ménages, ils ne peuvent pas sortir de logement. Donc ils restent, j'allais dire, malheureusement, ça génère aussi de l'insatisfaction. C'est-à-dire que quand vous restez dans un logement ou dans un quartier parce que vous y êtes contraint, à un moment donné, c'est difficile aussi à accepter. Donc ça, c'est un autre point important. Et puis, dernier élément, la question du droit au maintien dans les lieux, qui est un sujet pour le logement social aussi. C'est un principe fort qui a des vertus, mais qui produit aussi un certain nombre de difficultés dans la fluidité du marché. Voilà, vertu au niveau de la mixité sociale probablement, difficulté dans la mise sur le marché d'un certain nombre de logements dont on aurait besoin, je pense notamment aux grands logements. Donc aujourd'hui, je pense que les bailleurs, on est dans une logique de maximiser en fait ce qu'on peut faire en matière de réponse à la mobilité. Aujourd'hui, on a tous dans nos conventions d'utilité sociale des objectifs assez ambitieux de mutation. Malheureusement, cet objectif, il achoppe avec un certain nombre de situations qui nous échappent en partie. Deux réflexions qui sont envoyées par les internautes et continuer à nous alimenter en questions et en observations. En France, on sait bien faire de programmation de logement dans une approche de stock, mais beaucoup moins de flux. Ça rejoint effectivement de façon synthétique ce que vous disiez. Et puis, pour favoriser la mobilité, il y a un enjeu d'accompagner les mutations, mais il y a un frein aussi en termes de loyer. Et les plus pauvres restent souvent ceux qui sont d'abord assignés à résidence. On nous fait part de cette réflexion. Renaud Père, sur ces questions de mobilité, comment est-ce que les collectivités, et notamment la métropole, peut intervenir pour aider à ce qu'on soit un peu plus proche du flux que du stock, si je veux reprendre ce qui vient de nous être envoyé? Deux réactions. La première, juste sur le rapport travail-domicile. Bon, il faut encore prendre le temps de l'analyse de la transformation quand même des modes de travail. Je trouve que tout constat là trop rapide qui dirait finalement on est passé en tout télétravail, c'est pas le cas, mais ce serait beaucoup trop hâtif. Et néanmoins, il faudra quand même se poser une question. C'est-à-dire qu'on pense, on le voit bien nous, notamment sur l'immobilier d'entreprise, qu'il y a une évolution. Il faudra, notamment du côté des grands comptes, il faudra quand même se poser la question, c'est que si le télétravail est plus présent, notamment, alors comment les entreprises participent à l'ajout de locaux au financement de nouveaux locaux, par exemple, auprès des bailleurs sociaux. Et se pose aussi la question quand même des travailleurs dits de première ligne. Et là, on sait qu'on a une vraie... c'est là aussi où on mesure les territoires tendus, quand même, je le dis. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de conserver
des personnes qui travaillent à l'hôpital, dans la police, etc., sur notre territoire parce que le coût du logement est trop élevé. Mais sur la question des parcours résidentiels, cette question elle est majeure parce que on voit bien, Céline Reynaud l'a pointé, le défi qui est devant nous. C'est-à-dire qu'en fait, il faut changer de référentiel, quasiment. Si on veut véritablement aller au bout de la logique, il faut absolument se dire qu'il faut remettre le locataire au centre, ce qui est quand même pas tout à fait, et ce n'est pas une critique des bailleurs, mais ce n'est pas tout à fait notre démarche, c'est-à-dire qu'on l'a pensé effectivement en stock plus qu'en flux, on demande des comptes, plutôt que de se dire, bon, bah, de toute façon, il y a une aspiration, donc il faut la prendre en compte. Et puis, côté collectivité, on a beaucoup pensé, et je ne vais pas les opposer, mais néanmoins, il y a quand même une question, on a beaucoup pensé en termes de mixité sociale. Hein. C'était la mixité sociale à tout crin. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il n'en faut pas. Évidemment, et dans une métropole comme la nôtre, il faut poursuivre et même accélérer le rééquilibrage entre l'ouest de la métropole, plus aisé, et où il y a beaucoup moins de logements sociaux, et l'est de la métropole. C'est sans aucun doute. Mais cette notion-là, elle ne parle pas aux habitants. C'est une vue, c'est en grande partie une vue des acteurs politiques, des responsables politiques. Ce qui parle aux habitants, c'est comment ils ne vivront pas forcément tout le temps dans tel T2 ou tel T3. Ils pourront aspirer, en vieillissant, à un nouveau type de logement social en étant accompagnés, en décalant le plus possible la potentielle dépendance, mais autrement, ils peuvent accéder aussi à une forme de propriété. On y travaille, côté métropole de Lyon. Et c'est notamment pour cela que je suis extrêmement attaché au bail réel solidaire. Le bail réel solidaire, c'est donc cette distinction entre la propriété du foncier, du sol, et la propriété du bâti. Et ce qui nous permet, avec un fort engagement quand même de la collectivité, de diviser, disons, en moyenne par 2 le coût de la propriété. Et cela, on en bénéficie tout au long de sa vie, puisqu'on a un bail rechargeable, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est une nouvelle forme de propriété que d'autres pays européens connaissent bien mieux que nous, et qui permet de faire du logement abordable. Mais si on va au bout de cette logique, par exemple, il faut se dire qu'il faut faire différents baux réels solidaires, enfin différents types de bails réels solidaires. Un qui serait à un prix assez bas, qui permettrait la sortie du logement locatif social. C'est important. C'est important, ça permet d'avoir une perspective. L'autre qui correspondrait, par exemple, à des personnes qui arrivent sur notre métropole ou qui entrent dans la vie active, qui n'ont pas un revenu très, très élevé et qui accèdent à cette propriété. Ils n'y resteront pas forcément des décennies, mais ils vont accumuler du capital pendant la période où ils seront propriétaires d'un bail réel solidaire et après iront vers d'autres formes de logement. C'est cette fluidité qui est particulièrement défaillante dans les territoires tendus. On pense toujours territoires tendus en termes d'insuffisance de logement et donc d'objectifs quantitatifs. Je vous l'ai dit, c'est une de nos préoccupations premières. Mais il y a aussi cette trajectoire résidentielle qui est complètement ruinée. Et c'est bien cela sur ce point-là qu'il faut agir. Gilles Artigue, vous partagez ça aussi sur cette nécessité de travailler plus sur les trajectoires résidentielles ? Oui, absolument. Je voulais peut-être aussi dire 2 mots sur la question de la captivité. C'est vrai qu'on le ressent aussi dans notre parc social, mais elle est peut-être plus forte dans le parc privé, où dans certains quartiers, les propriétaires se trouvent avec des biens dévalorisés et ils ont plus de difficultés en déménageant à trouver des appartements, des logements à peu près de qualité égale. Et puis comme je le disais tout à l'heure, pour ce qui est des locataires, ils ont aussi cette possibilité de se loger dans le parc privé de manière un peu plus facile parce que là, les loyers, compte tenu du prix de l'immobilier, sont beaucoup moins élevés. Pour le reste, quand on siège dans les commissions d'attribution, on voit bien la difficulté à répondre aussi à la demande, aux mutations. Et je ne sais pas si les nouvelles mesures qui sont proposées, la question de la cotation va apporter un plus ou pas, je ne suis pas sûr. Par contre, un de nos internautes l'évoquait, maintenant on pourra plus agir en gestion en flux plutôt qu'en gestion en stock, et ça peut être quand même un point positif dans les mois qui viennent, lorsque cette réforme, cette modification sera en vigueur. Pour le reste, par rapport aux mobilités, dans notre PLH, il est dit très clairement qu'on encourage la production de logements, et donc de logements sociaux, plutôt dans les territoires qui sont desservis par les services et
par les transports en commun. Donc c'est bien un élément qu'on a mis en valeur. Et puis si je voulais illustrer sur la situation de Saint-Étienne, il y a quelque temps, 2 ans maintenant, nous avons construit une nouvelle ligne de tramway dans un quartier qui avait un habitat qui était plutôt dégradé, et on l'a vraiment conçu non pas comme simplement un projet de transport en commun permettant de relier 2 points de notre ville, mais vraiment comme un grand projet d'aménagement structurant. Et on voit tout au long de cette ligne de tramway fleurir des immeubles, revenir des familles. Donc je pense que les collectivités ont aussi leur rôle à jouer dans cette perspective-là pour créer des équipements. Nous, c'était ce prolongement d'une ligne de tramway qui permet d'accueillir dans un quartier qui était plutôt ancien et dégradé un certain nombre de logements. Et donc là, pour répondre à votre question, de bien rapprocher la possibilité de transport en commun du logement. Il y a une autre question, alors qu'on a abordée depuis le début de ces matinales, qu'il s'agisse des questions économiques, des questions climatiques, et qui se reposent aujourd'hui aussi par rapport au coût qui concerne le foncier et le coût de location du foncier. Ça, c'est aussi peut-être une clé où les collectivités peuvent intervenir pour justement faciliter ce que vous disiez, les mutations. Comment on peut intervenir sur cette question, Renaud Père? Alors, je l'ai déjà évoqué par un outil, mais qui est un outil spécifique. Néanmoins, il faut passer à une échelle beaucoup plus massive, donc le bail réel solidaire, c'est de ce dont je parlais. Il y a bien sûr d'autres dispositifs qui existent. Il y a d'abord, évidemment, toute la réserve foncière d'une méthode. Alors, tout est peut-être excessif, puisque précisément dans les territoires tendus comme le nôtre, c'est un combat de tous les jours. Pour essayer effectivement de dédier une partie de notre budget à l'achat de foncier et le mettre notamment à disposition via différents outils, notamment par exemple du bail amphithéotique, le mettre à disposition des bailleurs sociaux. Donc c'est un élément sur lequel on s'est d'ailleurs engagé, nous Métropole de Lyon, depuis l'arrivée du nouvel exécutif. Mais peut-être qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que tout est lié, et c'est bien ce qu'on est en train de se dire en termes de parcours résidentiel, c'est qu'on voit que quand ça commence à être très tendu sur un segment finalement, forcément c'est un effet domino. C'est bien pour ça aussi qu'on a candidaté et qu'on a obtenu l'expérimentation de l'encadrement des loyers. Parce qu'aujourd'hui, dans une métropole comme la métropole de Lyon, et notamment sur son centre, Lyon-Villeurbanne, les loyers dans le parc locatif privé sont tellement élevés qu'il y a encore plus de demandes dans le parc social. On ne peut pas le mésestimer, cela. Et donc, il faut absolument aussi trouver un moyen, notamment pour les petites typologies, d'avoir des loyers réduits. Et c'est comme ça qu'on encadrera les loyers dans quelques jours, à compter du 1er novembre. Mais pour répondre à votre question, oui, il faut une action foncière, mais faut-il encore qu'il y ait du foncier disponible, en fait. Et c'est vrai qu'on est à la croisée des chemins. Depuis des décennies, dans cette métropole, depuis au moins une quinzaine d'années, le foncier a explosé. Et c'était notamment un aspect du récit des hommes et femmes politiques qui défendaient l'hyper-attractivité de cette métropole. Simplement, progressivement, on a commencé à se lier les mains et à ne plus pouvoir agir. Et c'est vrai que ce mandat est celui sur lequel il faut inverser cette tendance et trouver tous les leviers. Mais encore une fois, comme les bailleurs l'ont dit, on n'a pas tout à fait la baguette magique. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut le dire. Et donc, il vaut mieux activer tout ce qu'on peut activer, tout ce qui est en notre possession, et donc faire une forme de régulation partielle du marché, c'est-à-dire tous les segments qu'on peut contrôler durablement aussi, pour que nos successeurs ne se trouvent pas dans la situation dans laquelle on se trouve. Eh bien, il faut le faire. Mais ça veut dire qu'il faut se projeter quand même à 20 ou 30 ans. Et que se demander si l'outil qu'on met en place, c'est pour ça que j'aime beaucoup le bail réel solidaire, il bénéficiera encore aux habitants et habitantes de cette métropole dans 20 ou 30 ans. Philippe Bessade, je vous voyais approuver sur ce qui a été dit sur le foncier.
Oui, le sujet du bail réel solidaire peut être, notamment dans les secteurs très tendus, il a été réfléchi pour ces territoires-là, peut être une réponse complémentaire aux autres formes de développement. Il est aussi mis en œuvre dans les secteurs plus équilibrés, plus détendus, enfin voilà, les territoires sont très divers, pour là aussi produire une offre à plus bas loyer. J'aurais voulu rebondir aussi sur le sujet de mobilité résidentielle sur lequel les bailleurs travaillent beaucoup, sont engagés sur le sujet. Il faut qu'on aille encore plus loin et le bail réel solidaire peut être une forme supplémentaire de mobilité à offrir à nos locataires. Peut-être la rendre plus visible aussi pour nos locataires, cette mobilité, cette offre de mobilité, de parcours résidentiel, mais elle n'est pas opposée, on ne peut pas l'opposer à la mixité. On a un enjeu d'équilibre territorial sur les territoires, mais aussi d'équilibre dans nos immeubles pour garantir le bien vivre ensemble. Et donc, ces sujets de mixité qui peuvent prendre la forme intergénérationnelle, des mixités de ressources, mixité d'âge, etc., sont nécessaires et sont le fondement du modèle économique généraliste du logement social. Alors, retour du concept de mixité, Jean-Claude Drian, il était un peu sorti par la porte tout à l'heure, il revient par la fenêtre. Est-ce que c'est, franchement, est-ce que c'est aujourd'hui encore quelque chose, bon, nos pères nous disaient ça ne parle pas aux habitants, donc ça veut dire que ça reste quelque chose qui parle aux élus, aux bailleurs, aux universitaires, mais qui n'a pas de réalité vraiment pour la population ? C'est extrêmement compliqué de répondre à ça en quelques instants, parce que il y a un débat très vif sur cette question, y compris parfois un peu déformé par des visions un peu rapides, soulignant les contradictions entre droit au logement et mixité sociale. Je crois qu'en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes temporalités. La mixité, c'est une question de temps long. Le droit au logement, c'est l'urgence, c'est maintenant. Oui, c'est vrai que la mixité sociale n'est pas quelque chose de spontané chez les habitants et dans les choix résidentiels des habitants. Je dirais même qu'on perçoit plus souvent des dynamiques inverses. Cela étant, moi je continue de penser, mais là c'est plutôt dans le registre de la conviction et pas tellement dans le registre de l'analyse de l'universitaire, que comme valeur, cette valeur, elle est importante pour penser la ville d'aujourd'hui et la ville de demain. Je pense préférable que les différentes catégories sociales cohabitent au maximum, plutôt que de vivre chacune de leur côté. Alors on a des questions, et vous l'évoquiez dans votre propos introductif, Jean-Claude Drian, qui sont plutôt du registre des attentes aujourd'hui des habitants, mais qui portent aussi sur la qualité du logement. C'est-à-dire qu'il y a des exigences. Il y a un rapport qui a été émis il y a peu de temps, un rapport Girometti-Leclerc, qui dresse un certain nombre de critères de bonne qualité de logement, notamment en termes de qualité de surface, de lumière, d'espace extérieur, de qualité d'usage. Est-ce que aujourd'hui, et là on revient vraiment sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur la responsabilité sociétale, généraliste d'habitat des bailleurs, est-ce que ça, c'est des choses que vous prenez davantage en compte aujourd'hui, à la fois dans la construction et dans la réhabilitation des logements ? Je crois que la qualité de ce que l'on fait, que ce soit sur l'aspect bâti ou l'aspect social ou l'aspect fonctionnement de nos organisations, c'est quand même la cible qu'on se donne. Donc cette question de la qualité, elle est au cœur des problématiques des bailleurs. Alors sur la question patrimoniale en particulier, je crois que les bailleurs sociaux, parfois parce qu'ils y sont contraints par la réglementation, mais on a toujours été des acteurs plutôt en avance en termes de qualité de bâti, c'est-à-dire qu'effectivement, la somme des contraintes réglementaires qui s'imposent à nous oriente effectivement vers une qualité de plus en plus importante de nos logements, que ce soit bien évidemment en termes d'accessibilité, en termes de performance énergétique, en termes de charge pour nos locataires. Enfin, on est quand même très fortement dans cette dynamique. Alors, le contexte de crise climatique, environnementale nous pousse encore un peu plus, et là, je crois
on peut considérer aujourd'hui qu'en France, les bailleurs sociaux sont ceux qui font avancer le schmilblick, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que dans tous nos organismes, aujourd'hui, on expérimente des solutions qui, là aussi, répondent aux enjeux territoriaux. Ils peuvent être très différents, mais en termes de massification des réhabilitations, en termes de habitat mobile et modulaire, qui répond aussi à une certaine problématique dont on a besoin. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment à faire la démonstration qu'on n'est pas au rendez-vous de la qualité. Par contre, on peut toujours faire mieux, et c'est dans cette logique que l'on est très clairement aujourd'hui. Renaud Perche, vous voyez approuver? D'abord, il ne faut quand même jamais oublier que le logement social a été, mais depuis sa naissance, un moteur de l'amélioration de l'habitat et de la qualité du logement. Sans aucun doute. Enfin, c'est vrai dans l'entre-deux-guerres, c'est vrai dans les années 50-60. Simplement ça, on l'a un peu oublié de le dire depuis les années 1980-90. Et moi, je le vois très bien sur notre territoire. C'est effectivement là qu'on invente des nouvelles formes de réhabilitation. Et en l'occurrence, AS Métropole Habitat a beaucoup fait en la matière, et fait beaucoup. Donc on améliore, on réhabilite avec des matériaux biosourcés, et tout en étant attentif effectivement au confort des habitants. Donc ça, il faut le garder. Ce qui veut dire quand même une chose, c'est que non seulement il y a cette vérité historique, qui est que c'est par le logement social qu'on a fait évoluer les formes de l'habitat, et puis qu'il y a cette proximité dont on a parlé. C'est-à-dire que évidemment, les bailleurs sociaux sont au contact. Alors parfois, on voudrait qu'ils le soient encore un peu plus, que la réponse soit encore plus rapide donnée aux locataires. Mais néanmoins, il y a cette proximité qu'on a bien mesurée, effectivement, pendant le grand confinement. C'était quand même le service public de première ligne, pour le coup. Le seul qui était encore présent dans le quartier. Et je le dis d'autant plus que Métropole de Lyon, par exemple, les maisons de la métropole avaient fermé, et il y avait les bailleurs qui prenaient du coup de plein fouet quand même toutes les questions pendant ces longs mois de confinement. Et donc c'est bien pour ça que nous, on a lancé la démarche d'un livre blanc de l'habitat sur notre métropole, qui n'est pas une nouvelle charte ou autre chose, mais c'est qu'on commence à se demander effectivement comment on va penser l'immeuble, voire le quartier de demain. Demain, on aimerait déjà à la fin du mandat. Puis un deuxième levier. Moi, je travaille beaucoup avec forcément les 3 offices métropolitains de la métropole, AS Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat et Lyon Métropole Habitat, et on travaille à une forme de coordination accrue entre ces trois offices. Demain, je pense qu'il serait bon que ces 3 travaillent à l'aménagement. Pourquoi ? Parce que demander aux bailleurs, et notamment aux offices publics, de proposer de l'aménagement, c'est de se dire qu'on n'aura pas la même forme d'aménagement, qu'on aura un aménagement qui sera irrigué par la parole habitante, qui aura aussi l'attention sur l'amélioration du quotidien. Et on parlait de questions notamment de tranquillité, voire d'insécurité quand même, donc qu'il faut traiter. Et donc je pense que dans un certain nombre de nos quartiers, il peut être préférable, s'ils en ont la compétence, et il n'y a pas de raison qu'on ne les accompagne pas pour qu'ils aient cette compétence, qu'ils œuvrent aussi à l'aménagement. C'est aussi une manière de répondre à la qualité, pas simplement du logement ou de l'appartement, mais encore une fois, de l'ensemble, et donc une vraie politique de l'habitat. Vous êtes d'accord avec ça, Gilles Artigue ? Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, vous évoquiez le rapport qui entrait dans le cadre de la démarche Habiter la France de demain. Donc c'est vrai que je pense que pour nous tous, c'est un document qui doit servir de référence. Et parmi les points primordiaux qui étaient évoqués, il y avait la question de la surface du logement. Oui. Et j'ai l'impression que, pour en avoir discuté avec un certain nombre de bailleurs, les logements construits aujourd'hui ont des surfaces plutôt plus petites que ce qui était par le passé. Alors la crise sanitaire peut-être va inverser cette tendance, mais on sait qu'un logement plus grand et plus qualitatif peut aussi être plus modulable. Je pense que la mutabilité aussi, suivant les besoins des locataires, c'est un point important. À ajouter à cela, bien sûr, la luminosité, la hauteur sur plafond, les espaces extérieurs qui se sont avérés comme indispensables pendant la période de crise sanitaire, avec ici ou là peut-être des expériences intéressantes aussi d'espaces partagés entre les locataires. Je pense que ça, ce sont des pistes qu'il faut creuser, sachant que bien sûr, dans tout cela, et c'était d'ailleurs je pense que vous avez évoqué hier sur les aspects, ou avant-hier, sur les aspects économiques, il ne faut pas évidemment que toutes ces améliorations entraînent un surcoût qui serait à ce moment-là un frein pour le locataire.
Jean-Claude Drian. Oui, vous soulignez la difficulté majeure, c'est une difficulté de modèle économique et social. C'est vrai que je partage totalement tout ce qui a été dit sur le rôle majeur historique du logement social, sur la qualité du logement en France, hein. Mais il est vrai aussi que tant qu'on calculera les loyers en euros par mètre carré, de fait, offrir plus de mètres carrés génère des loyers plus élevés. Et cette difficulté face à la paupérisation de la demande de logement social fait que il y a des limites à l'accroissement de la surface. Donc il faut trouver probablement d'autres solutions. C'est là qu'il faut être inventif. Alors vous citiez les espaces communs, les tiers-lieux, le télétravail. Le télétravail, c'est pas forcément le travail à domicile, etc. Il y a tout un ensemble de choses. Et puis peut-être que ça doit conduire à réfléchir au modèle économique du logement social, parce que un autre risque qui peut peser sur la qualité du logement social, c'est le développement de ce qu'on appelle la VFA HLM, c'est-à-dire le fait que ce sont les promoteurs immobiliers qui aujourd'hui construisent plus de la moitié des logements sociaux neufs et qui les vendent aux bailleurs sociaux. Alors il y a des chartes de qualité, il y a tout un ensemble de choses qui font que ce ne sont pas forcément exactement les mêmes logements que ceux qui vendent en primo-accession à la propriété, mais que quand même, je dirais, ce sont des sortes d'épées de Damoclès ou de menaces qui pèsent sur la qualité du logement social, auxquelles il faut être attentif. Et c'est encore une fois une question de modèle économique, mais ce n'était pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour, mais on sait bien que, et on l'a vu hier aussi sur le défi climatique, c'est un peu le nerf de la guerre tout au long de nos matinales, et qu'effectivement, à la fois la définition du modèle économique du logement social sur lequel il y avait un consensus dans la première matinale n'exclut pas aussi des évolutions et de trouver, et c'était une des problématiques qui a été abordée, de trouver d'autres moyens pour le financement du logement social dans un contexte qui a été analysé, qui est celui de la baisse des aides de l'État et qui peut-être se poursuivra. Céline Reynaud, sur ce que disait Jean-Claude Drian. Effectivement, on a vu que la crise sanitaire, elle nous a beaucoup interrogés sur effectivement ce que l'on doit construire. Elle nous interroge sur la question des surfaces, parce qu'effectivement, on était plutôt dans une réduction des surfaces, mais pour une raison qui était, on va dire, simple, c'était réduction des surfaces égale réduction des loyers, donc en permettant finalement une accessibilité plus forte de nos logements. Donc ça, effectivement, on était dans ce mouvement-là. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement un peu différent effectivement de réfléchir un peu différemment à ce produit logement, la question des tiers-lieux, la question des espaces partagés, et la question aussi de la réinternalisation de la maîtrise d'ouvrage, entre guillemets, parce qu'effectivement, à un moment donné, les bailleurs sociaux savent ce dont ont besoin leurs locataires. Les besoins sont d'ailleurs différents selon les territoires, et aujourd'hui, les promoteurs nous proposent effectivement un produit logement qui est assez homogène et qui ne répond pas aux aspirations de nos locataires selon les territoires. Donc il y a un vrai enjeu de se ressaisir de notre maîtrise d'ouvrage pour effectivement avoir la main sur la qualité de nos logements, et on pense à qualité de l'air, on pense à toute la question des charges bien évidemment, et de la configuration globale du logement. Trois réactions que je vous livre. La première sur l'aménagement, un internaute ou une internaute, je ne sais pas, qui dit l'aménagement n'est-il pas porté par les SEM, et donc est-ce que ce que vous disiez ne va pas mettre les SEM un peu en porte-à-faux. Autre, et je vous laisserai réagir, autre réflexion, dans le rôle sociétal des bailleurs, il ne faut pas oublier la place à donner aux jeunes. Alors on l'avait évoqué en début de débat, hein. Les bailleurs sont une solution pour lutter contre la précarisation de la jeunesse par l'habitat et par l'insertion. Et puis une dernière réflexion, si à la fois qualité plus bas loyer, cela ne va pas encourager la mobilité sociale individuelle. On ne peut pas dire non plus que la solution à la mobilité, c'est effectivement de proposer une moins bonne qualité et des loyers hauts. Effectivement, tout le monde voudra partir, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème, c'est clair. Déjà sur l'aménagement, quelqu'un veut réagir sur la place des SEM et comment on tricote ça avec les bailleurs et les collectivités. Je pensais bien qu'on serait, écouté par les SEM. Donc, non. Vous savez, dans la métropole de Lyon et depuis fort longtemps, notamment sur le secteur du logement, l'idée c'est
que tout le monde travaille et qu'il y ait l'intervention d'un grand nombre d'acteurs. C'est vrai du logement d'ailleurs social, nous avons énormément de bailleurs sociaux qui interviennent sur ce territoire, ça peut être vrai aussi de l'aménagement. Voilà. Et je l'ai dit, je ne dis pas que c'est demander aux 3 OPH de travailler sur tout projet d'aménagement, c'est pas ça, mais sur quelques projets d'aménagement où on sait qu'il y aura une plus-value par ce regard porté notamment sur des locataires plus précaires, eh bien, moi je crois qu'il faut tenter l'expérience et j'aimerais beaucoup qu'on puisse le faire. Gilles Artigue. Oui, sur Saint-Étienne, on a effectivement une SPL qui est Cap Métropole, qui intervient sur un certain nombre de nos quartiers, qui a plus une action sur l'habitat ancien, mais qui peut, suivant les besoins, aussi travailler avec les bailleurs sociaux. Il y a une SEM qui s'appelle Novim, qui est aussi très partie prenante de l'ensemble de nos projets. Mais c'est vrai qu'on a assez peu sollicité les bailleurs comme aménageurs, si ce n'est peut-être pour leur demander de prendre en charge un certain nombre d'équipements ou une activité commerciale ou associative. Jean-Claude Briand. Oui, moi je voulais dire que dans les métropoles, généralement, on est effectivement plutôt bien doté en SEM ou en SPL. Ce n'est pas forcément le cas partout. Et il me semble que dans beaucoup de villes petites et moyennes, les enjeux d'aménagement sont également présents, notamment de l'aménagement de récupération de centres anciens, etc. Et où là, on manque d'opérateurs et où justement, principalement, je pense, le réseau des OPH départementaux ou intercommunaux pourrait monter en puissance sur cette compétence, qui est une compétence historique du monde du logement social. N'oublions pas que dans le mot opaque, il y avait le A de aménagement. Alors on est quasiment au terme de ce débat. On le disait, un des objectifs était de voir, alors à la fois par le dialogue, comment il était possible de travailler mieux ensemble entre bailleurs et collectivités. Je vais vous demander les uns et les autres, d'abord aux élus, de dire si on se projette un peu dans l'avenir, dans quel domaine et comment vous pourriez, à partir de ce qui s'est dit aujourd'hui et des enjeux qui ont été pointés et qu'on a aussi examinés au cours des 2 matinales précédentes, quels seraient les leviers, comment est-ce que vous pouvez travailler davantage et mieux ensemble, Renaud Père? Bon, d'abord, on travaille quand même énormément ensemble. Si on dit mieux, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Mais être vice-président au logement d'une grande métropole comme la métropole de Lyon, c'est très vite ne rien faire si on ne travaille pas avec les bailleurs sociaux. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois qu'il y a plusieurs leviers. Il y a d'abord le levier de la production et effectivement demander aux bailleurs, en ayant aussi plus de maîtrise d'ouvrage direct, effectivement, mais de produire plus. Voilà, très clairement, l'objectif quantitatif, je ne peux pas le mettre de côté, on l'a un peu mis de côté pendant ce débat, c'était normal, mais ne l'oublions pas, on est dans une situation dramatique. Il y a la question effectivement des réhabilitations, parce que on a parlé de beaucoup d'expressions, la ville du quart d'heure qu'on a mis à distance, mixité sociale, mais il y a quand même très clairement l'idée que dans les villes extrêmement denses comme la nôtre, il va falloir refaire la ville sur elle-même, et que le tout démolition qu'on a connu quand même pendant des décennies, qui est un non-sens économique, un non-sens écologique, mais aussi social quand même, parce que c'est aussi ça ma réserve sur le débat qu'on a eu tout à l'heure. Demander aussi, les politiques de relogement ont quand même un caractère très violent pour une partie des ménages. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc la réhabilitation, ça veut dire avoir des critères très importants. Mais je ne veux pas qu'on oublie, et ça a été notre débat aujourd'hui, le lien social. Et on a là des acteurs, encore une fois, de première ligne. Donc ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin. On l'a dit sur bien des domaines, mais j'aimerais que très clairement, on travaille encore plus, notamment dans les quartiers politiques de la ville, à ramener du service sur la place publique. Et qu'on travaille avec les services d'innovation sociale des bailleurs pour qu'on puisse se dire concrètement ça veut dire quoi, être sur la place publique et parler certes aux jeunes, mais souvent on fait politique de la ville égale jeunes, on fait une égalité entre ces deux notions, mais il y a aussi tous les adultes isolés dans nos quartiers politiques de la ville. Celles et ceux qui ne recourent pas au service public, qui ne vont pas demander, solliciter le Fonds de solidarité logement notamment, celles et ceux qui ne vont pas solliciter la CAF,
eh bien là, les bailleurs sont en première ligne. Et avec une collectivité comme la métropole de Lyon, je crois qu'on peut travailler encore plus loin sur cette présence des services via les bailleurs dans les quartiers. Gilles Artigue. Oui, nous faisons déjà beaucoup de choses, effectivement. Le partenariat fonctionne plutôt bien sur notre territoire avec l'ensemble des bailleurs sociaux, de manière peut-être un peu privilégiée avec notre opérateur métropolitain qui a été l'objet de la fusion de 4 offices publics. Je pense que notre directrice, Marie-Laure Vuitnez, était présente avec vous. Elle a lundi matin, oui. Elle a pu vous le dire. Donc, c'est vraiment l'outil de mise en œuvre de la politique métropolitaine, mais on travaille bien sûr aussi avec l'ensemble des autres offices. Nous collaborons beaucoup, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, au moment de l'établissement de la convention d'utilité sociale, où on peut être amené à la faire évoluer en fonction de la connaissance que nous pouvons avoir sur les différents quartiers. Donc c'est un travail qu'il faut qu'on poursuive, qu'on approfondisse, avec peut-être un effort à faire sur les objectifs d'attribution des logements pour une meilleure répartition sur les territoires. C'est vrai qu'il y a des objectifs partagés, mais qui ne se traduisent pas toujours concrètement dans la réalité. Donc je pense que là, il y a un certain nombre d'efforts à faire. Par rapport à ce qui nous remonte aussi, à ce qui nous semble être les aspirations des locataires aujourd'hui, je l'ai évoqué, il y avait la question de l'accession à la propriété, et je trouve peut-être que nos bailleurs ne vendent pas peut-être suffisamment leur patrimoine. Je ne veux pas relancer le débat, mais c'est vrai que ça mériterait peut-être qu'on l'évoque de manière précise, parce que je pense que là, les demandes sont fortes. Alors je sais bien qu'il y a une question après d'équilibre à l'intérieur d'un immeuble, mais c'est peut-être là-dessus qu'on peut progresser. Et puis, vous aviez parlé rapidement tout à l'heure de la question du foncier. Les collectivités peuvent effectivement agir. Parfois, malheureusement, il y a des contraintes. Je sais que nous, on a des risques d'inondation, des risques miniers qui aussi rendent le foncier beaucoup plus cher. Mais parmi les bonnes nouvelles, s'il y en a une, au dernier congrès HLM de Bordeaux, il y a eu la compensation de l'État sur la taxe foncière, sur la propriété bâtie pendant 10 ans, ce qui pour les collectivités est quand même plutôt une bonne nouvelle, et ce qui peut effectivement nous inciter, quand une commune est propriétaire d'un foncier, à le céder à un coût moindre pour les bailleurs. Donc voilà un exemple de bonne collaboration qu'on peut avoir. Donc le partenariat existe, il fonctionne, mais il peut toujours être amélioré, à condition que chacun reste bien dans son rôle et qu'on travaille en confiance, ce qui est déjà bien le cas sur notre territoire. Alors, je vais me tourner maintenant vers nos 2 directeurs et directrices d'organismes en quelques mots, puisqu'on arrive au terme de ces échanges. Philippe Bessat, sur ce travail avec les collectivités, comment, quand on se tourne vers l'avenir, comment vous voyez ça ? Les bailleurs sont ancrés dans leur territoire profondément, c'est notre ADN. Donc les partenariats, c'est la façon dont on travaille de longue date, et les renforcer ne peut qu'améliorer, et les échanges d'aujourd'hui vont dans ce sens de façon importante. On développe des réponses, des expérimentations. Aujourd'hui, il faut les transformer, les rendre beaucoup plus, mettre en œuvre beaucoup plus largement, et les partenariats peuvent permettre un effet d'avancer sur cette thématique-là. Sur la vente HLM, pour terminer, le partenariat est important aussi, parce que c'est une action, en effet, une activité du bailleur, mais elle pose quelques interrogations, et en parler avec la collectivité pour décider ensemble sur les territoires des endroits sur lesquels la vente HLM peut se mettre en œuvre, fait partie du partenariat qui permet, et on l'a fait sur Clermont-Ferrand avec la métropole, permet après de façon sereine d'aller vers cette activité pour le parcours résidentiel, une étape de plus du parcours résidentiel. Voilà. Céline Reynaud. Pour terminer, je rebondirai volontiers sur votre question tout à l'heure. Est-ce que notre mission est impossible finalement ? Non, elle ne l'est pas, puisque nous sommes au quotidien sur les quartiers, et j'aurais une pensée pour tous nos collaborateurs qui sont au quotidien dans les quartiers, dans les agences, qui sont au contact des habitants et des locataires pour faire ce qui est notre mission fondamentale de bailleur social. C'est-à-dire d'accompagner les ménages, accompagner les transitions
les transitions numériques aujourd'hui, les transitions environnementales bien sûr, en mettant en œuvre nos politiques d'insertion, en accompagnant aussi les associations qui développent des actions en matière d'alimentation, de pouvoir d'achat, de pouvoir d'agir sur les quartiers. Donc aujourd'hui, on est fortement présent et notre mission, elle est réalisée. Mais elle pourrait être encore mieux réalisée dès lors qu'on mobilise un partenariat fort. Et je crois que j'ai bien écouté les deux précédentes matinales et il y avait un enjeu très fort de dire notre métier, on va mieux le faire si on est inclus dans un écosystème qui fonctionne, dans un partenariat. Si on arrive à fédérer les énergies, si on arrive à mobiliser toutes les compétences, à aller tous dans la même direction. Et je crois que sur le défi social, sociétal, comme sur les défis climatiques et le défi économique, à un moment donné, c'est se mettre tous autour de la table, relever les manches et y aller. Et ça, je crois que c'est vraiment le fondement de notre action aujourd'hui, c'est travailler avec notre écosystème, avec les partenaires et notamment les collectivités. Une dernière petite chose, aujourd'hui, on met en œuvre des politiques publiques. Mais par nos actions, on a aussi matière à faire évoluer ces politiques publiques. On est capable d'influencer, si vous me passez l'expression, d'être influenceur de ces politiques publiques par nos réalisations, par nos actions, par nos expérimentations. Mais ça suppose qu'à un moment donné, on les partage et qu'on fasse un retour d'expérience collective sur toutes ces actions. Merci à tous les 5 pour le débat de cette matinale. Je vais demander à Marc Gomez, le président de l'Aura HLM, de nous rejoindre, de venir sur ce plateau. On est au terme, Marc Gomez, de ces 3 matinales. Céline Reynaud vient de dire à quel point, une nouvelle fois, on avait ce lien entre les 3 défis que vous aviez souhaité mettre sur la table. Je rappelle, défis économiques, défis climatiques, défis sociétals dont on a débattu ce matin. Vous aviez souhaité, autour de ces défis, faire en sorte que des représentants de collectivités, des directeurs d'organismes travaillent ensemble. Et là, tout le monde vient de dire que, oui, il fallait continuer cette collaboration. Donc, j'imagine que vous avez identifié tout au long de ces matinales beaucoup de points d'accord, de consensus entre les différents partenaires. Oui, tout à fait, Bernard. Déjà du plaisir à être ensemble. On travaille déjà ensemble, mais prendre le temps, dans des agendas un peu complexes, pendant 3 matinales, de discuter avec des univers et des territoires différents, mais néanmoins qui ont un point commun. C'est comment est-ce qu'on aménage nos territoires, le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, demain. Et on sait très bien qu'on a le poids de l'histoire, on a le poids du geste passé. Comment est-ce qu'on peut changer de paradigme? Comment est-ce qu'on peut avoir une approche systémique des choses, comment est-ce qu'on peut considérer également les singularités des territoires pour ne pas trahir l'histoire, pour ne pas trahir non plus les attentes, mais comment est-ce qu'on peut travailler davantage ensemble. Donc j'espère que ces matinales nous ont à tous et à toutes donné envie de se retrouver rapidement et de pouvoir ensemble passer de l'ambition aux actes. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on a dit beaucoup de choses très intéressantes. Et merci aux élus, merci à mes collègues d'avoir pris de leur temps. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a des attentes, mais il y a des stratégies de rupture à mettre en place. On l'a dit lundi, hein, si l'attente de l'État se limite à loger les foyers les plus précaires, alors notre métier, notre travail ne pourra pas s'équilibrer que par la valeur loyer. Ce n'est pas possible. On entend d'être aménageur, et on entend également les SEM qui posent des questions. Là aussi, on peut gérer des macro-lots et on peut aussi intervenir sur des lots à notre niveau d'aménageur. C'est notre histoire, c'est notre ADN. Mais là aussi, comment est-ce qu'on assume collectivement d'accepter cela? On pose des ambitions, mais comment est-ce qu'on va plus loin? Comment est-ce qu'on fait confiance? Comment est-ce qu'on porte un regard différent? Nous avons aujourd'hui toutes ces compétences. On expérimente, on fait quelques bouts d'expérimentation, on les apprécie. Comment demain on passe dans un process plus industrialisé? Comment on accepte qu'il faut changer le modèle économique, le stabiliser et arrêter de le bouleverser, sans qu'on ait toujours en stratégie d'adaptation, alors qu'il faut mettre des stratégies de changement. Et ça veut dire quand même qu'il y a une stabilité à ce moment-là, notamment des politiques publiques, pour pouvoir arriver effectivement à se projeter sur du moyen et sur du long terme. Oui, on n'est pas dans des postures d'opposition, de bras levés, de banderoles. On est dans une posture de proposition. On a beaucoup de savoir. On est des acteurs de proximité depuis 70 ans, 100 ans, voire plus pour d'autres. Les élus également du territoire, de la région, des métropoles, des départements, sont ambitieux, ont des envies, se sont beaucoup renouvelés. Allons-y, quoi. Nous avons aujourd'hui beaucoup de capacités, mais il faut que l'ensemble des acteurs de la chaîne, l'État,
la région, les métropoles, les départements, les EPCI, les agglos et les communes travaillent ensemble dans ce bien commun qu'est l'habitat et le foncier. Et aujourd'hui, on ne peut pas entendre un acteur politique dire « ce n'est pas mon sujet ». Nous sommes tous concernés par cet intérêt général qui est l'habitant, le citoyen et l'habitat ou le logement, selon notre considération. Donc allons-y, libérons les énergies. Et comment vous comptez avancer alors ensemble? Qu'est-ce que vous allez prendre d'autres initiatives? Comment vous allez faire pour que ce que tisse au quotidien sur les territoires, ce qui s'est manifesté au cours de ces matinales, puisse se renforcer? C'était le vœu de tout le monde. Moi, j'ai posé la question à chaque fois à l'ensemble des élus et des directeurs d'organismes qui étaient là. Tout le monde disait, et ce n'était pas simplement pour être dans le politiquement correct, on se parle franchement, tout le monde disait oui, c'est la situation d'aujourd'hui nécessite qu'on travaille davantage ensemble. Quel type d'initiative vous pouvez prendre pour que ça se fasse vraiment? Alors, il y a déjà des initiatives en route avec la volonté de mutualiser, de massifier l'action de réhabilitation. Des témoignages ont été donnés. L'idée, c'est qu'on soit tous acteurs de cette massification et des travaux sont déjà en cours au niveau de l'ORA HLM de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, on a aussi cette volonté d'interpeller l'ensemble des acteurs politiques, des décideurs, pour dire les filières de l'hydrogène, par exemple, décarboné, le décarboné dans les matériaux, le biosourcé, il faut les implanter en local, il faut les massifier. Et nous sommes acteurs, nous sommes force de proposition pour être demain un acteur qui va industrialiser ce processus. On ne peut pas rester que sur du bêta-test, on n'a pas les moyens financiers et on pourrait également demain considérer des opérations qui génèrent de l'iniquité de traitement spatial et social. Alors il y a aussi une échéance qui arrive, c'est-à-dire que le prochain congrès de l'USH, donc de tous les organismes HLM de France, va se tenir au mois de septembre à Lyon. Ça peut être un levier pour vous aussi, ça? C'est un levier, c'est une chance, c'est une opportunité, il faut s'en saisir. Déjà, plusieurs acteurs s'en réjouissent, et tant mieux. Et il faut qu'avec les élus qui ont participé et ceux qui sont intéressés, qu'avec l'ensemble des collaborateurs, des DG et des partenaires qui nous associent, comment on prépare cet événement pour déjà révéler ce qui a déjà été fait, nos innovations, ce qu'on aura testé entre aujourd'hui et septembre 2022 et ce qu'on s'engage à faire pour demain. Donc nous avons demain une belle opportunité, une mise en lumière de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des métropoles dans toute leur diversité. Travaillons-y ensemble, sans tabou, avec courage, avec honnêteté, intégrité, dès maintenant, sans rien lâcher. Merci Marc Gomez. Je pense qu'au terme de ces 3 matinales, on peut remercier toute l'équipe de l'ORA HLM qui a organisé effectivement Espacité, Imagine la Suite et leurs partenaires. Et puis tous ceux qui, oui, moi bien sûr, et puis tous ceux qui ont permis au niveau technique, au son, à l'image, à la lumière, qu'on travaille dans de bonnes conditions. Puis merci à celles et à ceux qui nous ont écoutés tout au long de ces matinales et qui nous ont fait part de leurs réflexions et de leurs questions. Très bonne journée à tous.